Cosa Vostra. Alors, il y a, si on s'amuse à prendre une fiche Google My Business, qu'on fait la somme des avis et qu'on divise par le nombre d'avis, on va pas trouver la moyenne qui s'affiche. Pourquoi ? Parce que devant chaque avis, il y a une pondération. Et la pondération, elle va dépendre de plusieurs choses. Elle va dépendre de qui a laissé l'avis. Si toi, tu as un historique et que tu as déjà mis 300 avis sur Google, peut-être que ton avis il aura plus de poids que le mien si c'est mon premier avis sur Google. Donc le foodie a plus d'importance que le néophyte ou le... Ouais. Okay. Ouais. Si c'est un avis qui date d'aujourd'hui, il aura plus de poids qu'il y a 3 mois. Parce que, comme tu l'as très bien dit, Google va vouloir satisfaire l'internaute qui l'utilise. Et effectivement, un avis d'aujourd'hui, il est plus crédible, il est plus cohérent, il est plus proche de la réalité finalement qu'un avis qui a déjà plusieurs mois ou plusieurs années. Quoi d'autre ? Un avis qui a une note, du texte et des photos, il aura plus de poids que un avis qui est juste un nombre d'étoiles. Il y a combien de critères dans l'algo ? On les connaît ou pas ? Il n'y a pas une liste officielle de critères. Il n'y a pas de liste officielle, il n'y a pas de liste. Publié, mais on sait, en fait, c'est du bon sens, surtout, c'est du bon sens de comprendre les pondérations. Il y a les critères dont je viens de te parler. Il y a aussi le fait de répondre à un avis. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Louisa Hassen. Salut Louisa, ça va ? Bonjour, très bien. Je suis très heureux pour plusieurs raisons. Déjà parce que tu es une femme et ça fait longtemps que j'ai pas eu de femme et je trouve que les femmes manquent sur le podcast. Donc c'est déjà une bonne chose. La deuxième, c'est qu'on fait cet enregistrement en direct et c'est le premier que je fais en direct depuis un bout de temps. Ah cool. C'est quand même vachement plus agréable et je pense que pour vous, chers auditeurs, ce sera mieux aussi puisque le son, forcément c'est du son avec du matériel Cosa Vostra haut de gamme et donc un son plus agréable à écouter. Louisa est la cofondatrice de Malou.io, Malou qui est une plateforme qui aide les restaurants à acquérir des clients en les aidant à piloter leur référencement local, leur e-réputation, la création de contenu, le community management, l'achat média et l'influence, entre autres. Mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est beaucoup. Vous avez fondé ça il y a combien de temps ? Ça fait 2 ans et demi. Et ça se passe bien ? Ça se passe super bien. Enfin, ça se passe super bien. Ça aurait pu mieux se passer s'il n'y avait pas eu de crise comme pour tout le monde, mais globalement, on est très content quand même. Surtout que le Covid dans votre secteur a dû bien vous impacter, mais on en parlera dans une seconde. S'il y a bien une chose d'ailleurs que le confinement nous a prouvé, c'est que les commerçants doivent et peuvent devenir des e-commerçants, et pour cela, on doit être visible. Il y a plein de méthodes et de canaux qu'on peut utiliser, comme on le voit souvent sur le panier, mais ce que je voudrais creuser aujourd'hui avec Louisa, qui en est experte, c'est très spécifiquement le référencement local et les avis en ligne. On passera pas mal de temps dans ce podcast à parler de Google My Business. On vous expliquera ce que c'est et on parlera des avis et de l'algorithme de Google. Merci Louisa d'avoir accepté l'invitation. Donc ça fait 2 ans que vous avez créé Malou. Avec tes mots, c'est quoi ? Malou, Malou, c'est parti du constat que pour beaucoup, chercher un restaurant, ça se passe en ligne. C'est-à-dire qu'on va regarder sur Google, ou sur TripAdvisor, sur Instagram, sur Yelp, Foursquare. Enfin, bref, il y a beaucoup de moyens qui existent pour chercher son restaurant. Et ces moyens, ils ont en commun qu'ils sont tous digitaux. À côté de ça, si on teste un petit peu la maturité digitale des restaurateurs, on se rend compte qu'il y a un gros gap parce qu'ils sont souvent plutôt très à la masse, sauf pour les restaurateurs que j'appelle les restaurateurs écoles de commerce, qui eux sont en tête en général pour tout ce qui est le digital. Il y en a beaucoup ? Il y en a de plus en plus. Figure-toi qu'à HEC, il y a un double diplôme CAP Cuisine qui a été lancé l'année dernière. Sérieux ? Ouais. Alors, je ne sais pas si vous le savez, ou vous le savez peut-être, chers auditeurs, mais il y a
on va pas appeler ça une chaîne. Il y a un groupe de restaurants parisiens et maintenant ils sont ailleurs d'ailleurs. Le Mama Group, je crois qu'il s'appelle comme ça. Mama, ouais. Le Big Mama, qui a explosé. Ils avaient il y a un an, je crois, plus de 500 employés. Je pense qu'ils ont encore augmenté. C'est une machine de guerre, ouais. Et ce sont des anciens d'HEC, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc il y a un master spécialisé. En fait, il n'y a pas un master, mais tu peux faire un double diplôme. CAP cuisine. Et c'est un signal assez fort. Attends, un double diplôme CAP plus le diplôme HEC Grande École. Ouais. Ok. Ouais, incroyable. C'est un signal fort. Ouais, c'est un signal fort qui montre qu'en fait, la restauration, s'il y a quelques années, ça donnait pas trop envie parce que ça avait l'air d'être un secteur très difficile, qui nécessitait pas beaucoup de qualifications dans l'esprit des gens. En fait, c'est pas du tout le cas et c'est devenu un secteur super sexy, super trendy et qui fait que en fait, de plus en plus de diplômés d'écoles de commerce n'ont qu'un rêve, c'est créer un Big Mama. Big Mama, c'est beau, mais c'est marrant parce que moi qui fondais pas mal de boîtes, comme mes associés d'ailleurs, on a monté une dizaine de boîtes avant de créer Cosa Vostra. Je me suis toujours dit que restaurateur, ça doit être le métier d'entrepreneur le plus difficile du monde. Mais même encore aujourd'hui, je me dis ça, j'ai pas mal de potes qui sont dedans. Je suis d'accord que c'est hyper sexy, mais purée que c'est difficile. J'ai dit purée, je me suis retenu. Bravo. Non, c'est super dur même en termes de rythme de vie. Je pense que ça impacte beaucoup la vie de famille et la vie privée. Mais je pense qu'on trouve aussi beaucoup de sens à choisir un métier où tu es au service des gens pour leur offrir un moment de plaisir. Et je pense que notamment pour les écoles de commerce, de plus en plus il y a un questionnement autour du sens qui passe pas forcément par de l'engagement associatif, mais qui peut passer par de l'engagement business. Et la restauration, c'est une bonne réponse à ça. Ok, et d'où vient l'idée? C'est quoi la genèse de Malou? Alors, la jeunesse de Malou, au départ, Malou, c'était pas du tout ça. C'était les premières étapes de Malou, c'était... j'avais remarqué que l'influence marketing, donc c'est les influenceurs qui, sur les réseaux sociaux, qui sont en fait des tiers de confiance et qui vont partager du contenu pour inspirer, voire pour engager, voire pour vendre. Ça avait une tendance très très forte sur Google notamment. Et du coup, au début, Malou, ce que je voulais faire, c'était une plateforme d'influenceurs marketing pour aider les grands groupes à trouver les influenceurs les plus pertinents pour promouvoir leurs produits. Rien à voir. Et c'était ça les premiers mois. Sauf qu'assez vite, je me suis rendu compte que les cycles de décision dans les grands groupes étaient trop longs par rapport à mon niveau de patience. Et donc, j'ai pivoté assez vite sur les restaurants où en fait, un restaurant, tu peux tester assez vite. Enfin, tu peux le signer en 1 heure si tu vas le voir et tu peux tester et commencer à avoir ton premier vrai client. Et dérouler. Donc, ouais, alors qu'aller signer Coca ou Pepsi ou Bell, c'est différent. Mais surtout qu'il y a 2 ans quand tu te lances, ou il y a 3 ans quand tu y réfléchis en tout cas, il y a déjà pas mal de plateformes qui permettent de faire ça, non? Ouais, il y en a beaucoup, mais déjà le fait qu'il y ait des concurrents, je parle d'influence. Hein. Ouais, bien sûr, il y en a beaucoup parce que c'est un marché porteur et que ça continue à grossir. Et donc je le voyais plus comme une opportunité. Et en revanche, j'arrivais toujours. C'est un focus depuis Malou, depuis le début de Malou, c'est choisir une niche et devenir le meilleur sur la niche. Et sur la niche de la food à l'époque, il y en avait pas. Ok, j'avais rencontré il y a longtemps et puis on connaît Zen Chef, c'est un univers où il y a du monde, non? Ouais, Zen Chef, et on les aime bien et on a des clients en commun avec eux. Et il y a effectivement la food tech, food service du coup. On parle de food service quand c'est pour la restauration, enfin c'est des services à la restauration et pas des produits food un peu innovants, des barres de céréales avec des insectes ou que sais-je. Food service, ouais. Ouais, food service, il y a de plus en plus d'acteurs parce que la restauration, ça bouge et c'est lié au fait qu'il y ait de plus en plus de personnes d'autres milieux que la restauration qui s'y impliquent et qui lancent des projets. Est-ce qu'il y a aussi de plus en plus de restaurants? J'ai le sentiment que dans certains quartiers parisiens, c'est peut-être très parisien, j'en sais rien, mais j'ai le sentiment que dans certains quartiers parisiens, il y en a de plus en plus. Ouais, il y en a à peu près 18 000 à Paris des restos. Avant crise, on estime qu'en France, on va perdre à peu près 20% des restos. 20% des restos vont fermer, mais en fait, souvent, un resto qui ferme, c'est un autre restaurateur qui va prendre le bail. Qui s'installe et qui récupère les murs. Ouais. C'est ça. 18 000 aujourd'hui à Paris. Est-ce que tu sais combien il y en avait il y a 10 ans? Non, j'ai pas la donnée. Ok. Donc food service, c'est un milieu qui est hyper intéressant. Il y a des acteurs de plus en plus d'acteurs qui y sont. Toi, tu veux faire de l'influence pour les grands groupes, tu te rends compte que c'est difficile, alors qu'un client restaurateur... Pas difficile, parce qu'en fait, même les restaurants, c'est difficile. Long. Alors qu'un restaurateur, tu peux le signer assez rapidement. Oui, c'est ce qui m'est arrivé. Et en fait, pour la petite histoire, j'avais signé 2 restos avant de monter la boîte. Parce que pendant mon master, j'avais fait un master entrepreneur et j'avais passé mon année à faire de super BP, aller pitcher devant des BA, des machins. Enfin, sur papier, c'était super, c'était très logique. Sauf que j'avais jamais parlé à un client vraiment et j'avais jamais rien vendu. Donc Malou, ma conception, c'était complètement l'inverse. C'était je vends, je prends un chèque et donc je valide vraiment qu'il y a une traction jusqu'à ce que je sois sûre que les gens puissent payer pour que je puisse créer de la valeur au resto, 2, ils soient prêts à payer pour. Et après, si vraiment je valide ça, je monte la boîte.
Et donc, pour la petite histoire, Malou, j'avais 2 chèques de resto avant d'avoir des statuts déposés. Non, je te jure. Et ils voulaient me payer par virement et j'avais juste pas de compte bancaire. Donc, j'ai dû un peu... Je fais une parenthèse, mais ma première boîte, j'avais 17 ans, 16 ans, ça s'appelait strasbourgpratique.com. Je suis strasbourgeois et le concept c'était de créer des fiches. C'était un peu les city guides avant l'heure. Ah ouais. Et j'avais eu exactement la même démarche. C'est marrant, je fais un bond en arrière, mais j'y repense là maintenant. Et je crois que j'avais pas de chèque, mais j'avais des promesses. Tu vois, j'avais fait signer aux commerçants des promesses d'achat que j'avais apportées à la chambre de commerce à l'époque, parce que je pensais qu'il fallait passer par là pour se faire accompagner. Et c'est à ce moment-là que mon père, je crois, je lui avais parlé de mon projet, il me souriait doucement en disant ouais, c'est bien, vas-y. Puis quand il a vu que j'étais sérieux, il m'avait botté le cul en disant non mais mon fils, tu vas aller faire des études et puis tu verras ça ensuite. Quoi. Je referme la parenthèse. C'est marrant parce que ce que tu leur proposes à ce moment-là, donc du référencement, en tout cas de faire croître leur trafic en ligne, c'est souvent des opérations qui sont quand même assez long terme, tu vois, c'est pas quelque chose d'immédiat, il n'y a pas un effet immédiat. Non. Et ça, les commerçants l'entendent. Ils l'entendent. Même les commerçants qui sont pas même les restaurateurs qui sont pas des restaurateurs école de commerce. Ouais, mes 2 premiers, c'était pas des restaurateurs école de commerce. Donc oui, ils l'entendent. La chose quand même qui est importante, c'est de démontrer que tu crées de la valeur à chaque moment à ton client. Et donc nous, tous les mois, chez Malou, nos bilans, nos restaurants, ils reçoivent des bilans chiffrés de leur performance où on va traquer l'augmentation du nombre de vues, du nombre de clics sur itinéraire, clics sur appelé, clics sur réservé, clics sur commandé, vues des photos. On répond aux avis clients, on les analyse quantitativement, qualitativement. Donc il y a quand même beaucoup de données qui est palpable qu'on partage tous les mois. Et ensuite, les analyses sur l'impact du chiffre d'affaires, parce que finalement, c'est ça qu'ils attendent les restaurants. On arrive à faire une approximation, mais l'approximation, elle est plus juste ou proche, en tout cas, de la réalité. Si on a passé au moins 1 an avec le restaurateur, comme ça, on débiaise de la saisonnalité. Et ils te partagent facilement leurs chiffres ? Les restos ? Ouais. C'est marrant que tu me poses la question. On avait fait l'analyse pour un client. On avait estimé qu'on lui avait généré plus de 7 500 € de chiffre d'affaires sur juin 2019 versus juin 2018. Et comment tu le mesures, ça ? En fait, on avait comparé le nombre d'actions en juin 2018 versus le nombre d'actions juin 2019. Sur son site ? Une action. Beaucoup sur la fiche Google My Business. Clic sur itinéraire, sur appelé, sur réservé. Chaque action, on avait mis un coefficient dessus. On avait estimé que c'était en moyenne, une réservation, c'est en moyenne 3 personnes, je crois. Parce que, en général, tu réserves pas quand tu viens manger tout seul. Beaucoup à 2, mais souvent les groupes. Donc, on avait émis l'hypothèse que c'était pour 3 personnes. On avait vu le panier moyen. Et ensuite, on avait mis des coefficients de conversion selon, parmi 100 personnes qui appellent, combien viennent vraiment. Parmi 100 personnes qui cliquent sur itinéraire, combien viennent vraiment. Et on avait approximé. Je suis pas sûre que ça se dise. On l'accepte. On a fait l'approximation d'eux ou on avait estimé, quoi. On avait estimé qu'on était proche de 7 500 € supplémentaires sur le mois. Et mon restaurateur, qui est lui plutôt profil businessman, un peu restaurateur, la soixantaine et businessman, plusieurs affaires, pas école de commerce, et donc qui est pas très à l'aise pour partager ses chiffres, avait souri, nous avait dit oui, ok, c'est à peu près ça. Ok, donc il le sait aussi. J'ai pas, voilà. Ouais. Et on continue avec lui. Donc. C'était sur quel mois ? Juin 2019 versus juin 2018. Qui est un gros mois dans la restauration, il y a une saisonnalité, non ? Qui est plutôt un gros mois parce que c'est un resto sur la place du Trocadéro, donc plutôt très touristique. Et donc juin, c'est un bon mois quand t'as l'habitude d'avoir des touristes parmi tes clients. C'est le Wilson ? Ouais. Dont on parlera tout à l'heure, je vous donnerai l'exemple. Exactement. L'objectif de cet épisode, c'est pas seulement de parler de Malou, c'est vraiment de comprendre les tips de Louisa pour augmenter son trafic en ligne et gérer ses avis et sa fiche Google My Business. Super, aujourd'hui tu m'as dit que vous étiez une 15aine. Oui. Ça grandit vite en 2 ans. Ça grandit super vite. Et en autofinancement. Ouais, autofinancement. On a eu une subvention French Tech, on a eu des prêts d'honneur et puis après, on a eu notre chiffre d'affaires qui nous a permis de recruter. Et le modèle ? Le modèle, c'est un modèle SaaS, donc c'est de l'abonnement mensuel. Au début, on faisait tout à la mano. Parce qu'on n'avait pas de tech, on l'a construite après la tech. Et du coup, c'est de l'abonnement mensuel pour les restaurants. Qui va dépendre de... Mais il y a une plateforme sur laquelle ils peuvent voir leurs stats ou c'est que du service. Comment ça marche ? En fait, la plateforme, aujourd'hui, on l'utilise en interne. C'est-à-dire que la première année, on était une agence, la toute première année, mais toujours avec une vision SaaS. Donc, l'agence était un moyen, pas une fin. Et donc, on a construit une plateforme pour répondre à nos besoins en tant d'agence. Tout ce qui était automatisable concrètement, répétitif, on l'a automatisé dans la gestion client pour maximiser son référencement. Puis la plateforme, ensuite, donc on l'a pensé pour nous faire gagner du temps sur la gestion client. Et puis on l'a pensé pour nos restos, c'est-à-dire qu'on leur a montré en disant voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Est-ce que c'est vos positions sur les mots-clés ? Est-ce que c'est votre note ? Est-ce que c'est le nombre de clics ? Est-ce que c'est les photos ? Bref, vraiment pour comprendre leurs enjeux. Et là, la plateforme, aujourd'hui, on l'utilise en interne pour gérer nos clients. Et en septembre,
Vous la sortez Exactement. Ok. Ouais. En accès utilisateur. C'est ça. Ça coûte combien Ça va coûter autour de 150 € par mois, Ok. l'abonnement à la plateforme. Ouais. Et le service, aujourd'hui, nous, on a un panier moyen sur la partie référencement à 500 €. Annuel, 500, 600 mensuel € mensuel. Ok. 600 €. Ouais, tout le monde m'avait dit quoi, t'es folle de lancer une boîte où tu veux vendre quelque chose à plusieurs centaines d'euros par mois à des restos, blablabla. Ouais, ça me paraît super cher. En fait, c'est cher. Enfin, cher par rapport à. Ça me paraît. Je n'ai absolument aucun comparatif. C'est complètement subjectif comme remarque, mais. En fait, ça fait rentrer plus de business que 500 € et c'est rentable pour eux. Donc non, ils sont contents et on a une bonne rétention client. Ouais, mais ça, tu le sais 1 an après. Ouais. Ça fait rentrer plus de business. Sauf qu'on a des clients qui... non, 1 an après, je suis capable d'analyser assez froidement et de dire oui, je peux dire avec les chiffres que c'est sûr qu'il y avait plus de business. Mais en fait, mois par mois, on a quand même des résultats sur les 11 premiers mois, sinon ils sont pas assez patients pour attendre 12 mois avant de voir qu'il y a 11 mois avant de voir qu'il y a un impact. Donc tous les mois, on traque quand même l'évolution de toutes les données qu'on suit. Et on a des clients qui, au bout de 2-3 mois, Olivier de la Bibimerie, il nous a appelé vraiment la semaine dernière en nous disant mais Malou, c'est super, je vais jamais arrêter avec vous, je vais continuer avec tous mes clients, j'ai jamais eu autant de monde que maintenant, je suis trop content. Et post-corona, donc un resto qui dit j'ai jamais eu autant de monde que maintenant, donc c'est pas que grâce à nous parce qu'il fait en vrai c'est de la collaboration. Nous on peut ramener des clients, mais si la bouffe est pas bonne, le service est pas sympa, évidemment, bien sûr. On est limité. Mais du coup en bossant main dans la main. Mais ça veut dire que tu choisis tes clients. Il y en a où tu as dit non, j'y arriverai pas, c'est pas sympa chez vous, c'est la bouffe est dégueulasse. Alors, tu vas pas me dire ça, mais. Non, je peux pas dire ça. Enfin, si, j'ai pas de problème à le dire. Je choisis mes clients pas sur leur capacité, c'est-à-dire qu'en fait, même un client qui est très mauvais, qui part d'une réputation catastrophique, moi, l'idée, c'est que je l'aide à progresser aussi en lui disant, et ça m'est déjà arrivé, attention, les moules à la carte, t'as quand même beaucoup d'avis négatifs dessus, attention, ton fournisseur ou ta cuisson ou que sais-je. Et du coup, il enlève les moules à la carte. Ça m'est arrivé vraiment. Ou ta serveuse du mardi soir, elle est pas sympa, elle effraie tous les clients. Attention, et il y a eu un recadrage. Donc moi, sourire. Ouais, non, et du coup, moi, je les aide à progresser sur les points faibles que je vois et je les aide à augmenter leurs notes aussi. Grâce à nos techniques de référencement et grâce aussi au retour qualitatif qu'on va leur faire sur les avis clients qu'ils ont reçus. Ok, compris. Donc, il va dépenser 500, 600 € en moyenne, en panier moyen chez vous. Et ça, c'est pour du référencement. Mais il va aussi dépenser un petit peu chez ZenChef pour avoir un site et une résa. Et certainement chez Tilder pour avoir une caisse. Ça lui coûte combien le digital, un restaurant aujourd'hui ? T'as une idée ? C'est large comme question. Ouais, c'est large. Je pense qu'on est franchement un petit millier d'euros assez facilement parce qu'il va avoir... je compte pas les plateformes de livraison qui vont prendre 30% de commission, enfin 20 à 30% de commission en plus, mais autour de 1 000 € par mois, je pense que c'est à peu près ce qu'un restaurant qui tourne doit payer pour du digital. Ok, et quand tu te lances, il y a des moyens d'accélérer, comment tu fais ? Quand on lance un site e-commerce, on dit pas, il est important de travailler directement ton SEO parce que tu auras des retours dans quelques mois et puis ce sera sur le long terme et tu accumules. Mais pour jump-starter tes ventes, c'est bien de faire de l'achat média. Si j'ouvre un resto demain, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, tu viens chez Malou et on va te proposer... En fait, il y a 3 leviers qu'on travaille. Il y a le levier référencement, ça c'est notre cœur métier, on le fait pour 100% de nos restos. Et après, quand tu as une ouverture, tu as le deuxième levier qui s'appelle le community management et le troisième levier qui s'appelle presse et influence. Et donc, si tu veux réussir ton lancement, et en fait, quand tu as un restaurant, si on le prend comme ça plutôt, quand tu as un restaurant, tu as 2 moyens de gagner des clients. Tu as attiré les gens qui recherchent par besoin. Exemple, je cherche une pizza dans le 10e. Je cherche des sushis dans le 15e. Et ensuite, tu as le fait de devenir un lieu de destination. C'est-à-dire que les gens te connaissent ta marque, ton établissement, et du coup, ils vont taper ton nom directement sur Google. Et ça, ton nom, ils le connaissent parce qu'ils t'ont vu sur les réseaux sociaux, ils t'ont vu dans tel blog, ils t'ont vu dans tel média qu'ils consultent, etc., etc. Et donc, Big Mama, par exemple, c'est le bon exemple. Si tu fais un sondage parmi les clients de Big Mama, tu leur demandes qui est là parce qu'ils cherchaient un restaurant italien dans le quartier. Il n'y aura personne. Voilà, parce que Big Mama, c'est un lieu de destination. Okay. Exactement. Pareil pour Burger King ou McDo. Les gens qui sont là-bas, a priori, ils cherchaient Burger King ou McDo, mais pas juste un burger. Et donc, pour les restos, c'est la même chose. Parce que du coup, c'est tu attires les gens qui recherchent par besoin, tu deviens un lieu de destination. C'est pas l'un ou l'autre, il faut articuler les deux pour en fait avoir le plus de clients chez toi. Attirer les gens qui recherchent par besoin, c'est accessible, ça doit être visé par 100% des restos. Devenir un lieu de destination, c'est pas à la portée de tous. Et c'est pas grave parce qu'on n'a pas que des Big Mama, pas besoin de faire un Big Mama pour réussir ou être heureux en lançant son resto. Et donc, si tu veux attirer beaucoup de monde à l'arrivée, à l'ouverture, le bon levier qu'il est cool de lancer aussi, c'est la partie relations presse.
relations presse et influence, parce que ça te permet de mettre un coup de boost. Exactement. Okay. Et ça, on l'a fait par exemple pour Pizou. C'est une, je sais pas, tu connais? Non. Non. Mais je trouve le nom mignon. C'est mignon, c'est de la pizza et des bisous. La pizza et des bisous. Ouais, littéralement. Et donc, c'est marrant parce que c'est un peu le Big Mama, c'est un clin d'œil à Big Mama parce que c'est la pizza 100% made in France. Farine de France, tomates de Provence, charcuterie d'Aveyron, mozza des Yvelines, vraiment tout de France. Et Pizou, on a fait le lancement pour eux. Pays de Z. OU. Exactement. Comme Malou. C'est ça. C'est pas très loin de Pigalle. Et Pizou, on a fait le lancement avec un gros levier presse et influence. On y a même consacré un article sur notre blog. Et on a eu toutes les retombées qu'on voulait quasiment. Beaucoup d'influenceurs qui sont venus. Et là, Pizou, ça attire beaucoup des gens parce que c'est un lieu de destination. Ok, compris. Dans ton secteur, dans ton domaine, vous avez dû être fortement touché par le Covid. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors le soir de l'annonce de Macron de la fermeture des restaurants sous 4 heures ou 5 heures, je me souviens plus, c'était un petit coup de massue. Coup de massue sur le coup parce que honnêtement, je m'en doutais un peu, mais je ne voyais pas venir aussi fort. Donc les restaurants ont fermé pour le service à table. Donc ça veut dire qu'il y a eu 2 types de restos. Il y a eu ceux qui avaient un modèle qui était propice à la commande importée et la livraison, qui du coup ont mis le paquet. Et ceux, les brasseries par exemple, ça faisait jamais de livraison ou de commande importée les brasseries, qui ont fermé complètement. Donc nous, on a les 2 parmi nos clients. On a les livraisons et takeaway friendly et les restaurants traditionnels. Pour les livraisons et takeaway friendly, on a cartonné pour les pousser sur la commande importée et sur la livraison. Attends, pour les livraisons et takeaway friendly Ouais, ok. On a mis le paquet, on a adapté les stratégies sur référencement, sur à emporter, sur livraison, on a changé les mots-clés. On a travaillé pour comprendre comment ça marchait sur les plateformes de livraison aussi, comment les pusher sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, moi, mes restaurants particuliers qui font des sushis, pendant le confinement, c'était leur meilleur mois ever. Je te promets. Et ensuite, ceux qui étaient fermés, nous, on les a mis en pause, mais on a suspendu les facturations. On a continué à faire un travail minimum quand même pour maintenir les positions qu'on avait acquises grâce au référencement, comme tout à l'heure, ce que tu as vu, le Wilson qui est encore en top 3 alors qu'il est fermé depuis mars. Je vous donnerai l'exemple dans 10 minutes quand on parlera des avis Google. Ouais. Et du coup, c'était assez difficile parce que beaucoup ont choisi de fermer complètement. Et puis ensuite, un mois et demi après, comme on ne savait pas quand la réouverture allait arriver, finalement, tout le monde a commencé à envisager à relancer la machine et la livraison comme finalement pas juste un complément de revenu, mais un potentiel... un vrai levier, quoi. Un vrai levier un relais, de revenu. Ouais, un vrai relais de croissance. Ok. Et donc, tout le monde, beaucoup se sont mis à faire ou de la commande importée, ou de la livraison, ou du repas en kit, où tu peux en fait prendre des morceaux, tu reçois tout pour faire ta pizza, mais tu l'as fait à la maison. Et nous, on a fait beaucoup de... Donc ça, c'est nos clients, nos restos. Et nous, comment on s'est adapté on a adapté nos travaux pour comprendre comment remonter sur les plateformes de commande importée et de livraison. Et on a fait beaucoup de contenu. C'est-à-dire que j'ai fait une dizaine de webinaires, littéralement, pendant le confinement. Et en fait, ça nous a permis de comprendre que... De webinaires que tu donnais à tes restaurateurs ? Ouais, okay. Que je donnais. Et on est monté jusqu'à 400 participants à webinaire. Donc, pour des restos... T'as combien de clients actuellement ? Là, j'en ai une centaine au début. Et là, qui ouverts et qui payent, j'en ai une 50aine. Ok. Une dizaine de webinaires jusqu'à 400 personnes ? Ouais. Okay. Où on partageait des conseils sur comment on fait pour comment on communique avec ses clients alors que tout est à l'arrêt, comment on prépare la reprise, comment on devient plus éco-responsable avec un partenaire qui s'appelle Ecotable qu'on a organisé, comment est-ce qu'on développe une offre de livraison quand on n'a jamais fait. On a fait pas mal de webinaires pour les éduquer et on a eu de super retours. Enfin vraiment, on a multiplié par 5 notre base de données prospects. Grâce à ça et on va même lancer des formations, on lance des formations là pour les restos parce que finalement ils veulent apprendre aussi, ils sont plus juste à la masse complètement et ne refusent pas de... J'ai trouvé que le secteur était incroyablement dynamique pendant le Covid et moi il y a un resto que j'adore et que j'affectionne vraiment particulièrement, c'est Akram qui est un beau resto, c'est un étoilé, hein, il est près de Madeleine et ils ont lancé Akram at Home Exactement. à peu près en plein Covid, hein, on s'est fait 2 ou 3 repas d'ailleurs, je devrais pas le dire parce que c'est cher mais c'était bon quoi. Et en dehors de ça, même tous les restaurants de mon quartier, moi je suis dans le 19e, ont vraiment été hyper actifs sur du takeaway, du click and collect, de la livraison. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ouais, en fait, honnêtement, là on a un 5e des restaurants qui vont disparaître et c'est pas la loi du plus fort, mais c'est si tu fais rien, si tu renouvelles pas, c'est fini. Et du coup, beaucoup ont saisi cette opportunité pour
pour Ouais, tester pour de nouvelles avancer, choses. Ouais, Casser la fébrilité, quoi. Ok. exactement. Et du coup, il y a des aides, il y a quelque chose. Enfin, c'est quand même un Ouais. secteur qui est. Ouais, c'est un secteur c'est un des secteurs les plus touchés, enfin, restauration et hôtellerie. Et donc, il y a 2 aides principales qui ont été mises en place, une par l'État, une par la région Île-de-France, et dont les restaurants sont pas toujours au courant. La première, c'est une subvention et d'ailleurs, c'est pas que pour les restaurants. Si vous avez auditeurs des amis, de la famille, des voisins qui sont commerçants, vous pouvez leur en parler. Commerçants et restaurateurs, du coup. Commerçants et artisans. Et artisans, pardon. Donc, même, je sais pas, quelqu'un qui vend des chaussures ou un cordonnier, ils sont éligibles à cette subvention. Et en fait, la subvention, qu'est-ce que c'est ? C'est parti du constat que le digital, c'était plus du tout une option pour les commerces de proximité et qu'il fallait le saisir comme une opportunité pour survivre, mais aussi générer plus de chiffre d'affaires. Et donc, la région met en place une subvention qui rembourse à hauteur de 50% les dépenses en numérique, telles que le référencement, marketing digital, etc. Et c'est plafonné à 1 500 €. Donc, ça veut dire que concrètement... L'aide est plafonnée à 1 500 pour 50% de la dépense. Voilà. Donc, ça peut être 3 000 balles, c'est ça ? En fait, non. Donc, si tu as un devis, que tu montres un devis pour une prestation digitale de 3 000 € et que tu as moins de 10 employés, c'est ça la limite, tu es éligible à une subvention de 1 500 €. Et si tu montres un devis à 2 000 €, tu es éligible à une subvention de 1 000 €. Oui, compris. Et 4 000, c'est 3 000, ça reste à 1 500. Exactement. Ouais. 10 employés, j'imagine que ça représente pas mal de monde. Je parle d'artisans qui ont moins de 10 employés. Oui. Très souvent, c'est des extras, on est d'accord, dans la restauration. Beaucoup, ouais. Ok. Et on parle d'employés CDD ou CDI. Oui. Ok. Et c'est ETP, effectif temps plein. Comment ETP. Ouais. Comment ça... Ah, équivalent temps plein. Équivalent temps plein. D'accord. Donc, si j'ai un fric qui fait 35 heures, c'est un équivalent temps plein. Alors, je sais pas s'il a une fiche de paye. Enfin, je vous laisserai vous renseigner ou vous pourrez contacter Malou pour en savoir plus. Comment s'appelle l'aide ? C'est le chèque numérique. Le chèque numérique. Ouais. Très bien. Et si vous avez... Parce que nous, pour le coup, on n'aide que les restos, les boulangeries, les traiteurs, ceux qui vendent à manger, qui proche d'un restaurant. On gère toute la paperasse administrative pour eux et on a établi un contact direct sur place pour faire accélérer nos dossiers au maximum. Donc, c'est contact@malou.io si vous voulez la subvention pour un resto, une boulangerie, un traiteur ou un épicier. Et voilà pour la self-promo, mais en échange, vous aurez de super conseils dans les minutes qui viennent sur les référencements en ligne. Et du coup, la fin Covid, ça a été une accélération ? Ça a été une accélération. Il y a une deuxième aide dont je n'ai pas parlé. Vas-y. C'est le FNE. Et ça, c'est valable pour toutes les entreprises de France. Alors, je ne sais plus que signifient les lettres, mais en fait, c'est un budget de 1 500 € de formation par employé qui a des heures de chômage partiel. Et ça, c'est pris en charge complètement et ça compte pas comme les choses que tu cotises sur ta fiche de paye tous les mois parce que tu travailles. Et Okay. Du coup, les restos peuvent, ou n'importe qui d'ailleurs, peut se former à... Il y a plein de formations qui sont éligibles. C'est FNE. FNE. Ouais. François, Nathalie, Émile. C'est ça. Émile. Émile. On va commencer dans l'autre sens. On va le prendre en entonnoir. Louisa, c'est quoi Google My Business ? Alors, Google My Business, c'est comme un annuaire qui permet d'être visible en local. Donc, ça concerne un établissement, My Business. Et donc, c'est pour maximiser la visibilité d'un établissement sur Google. Google, c'est pas que des sites web, c'est aussi des fiches d'établissement. Et Google My Business, c'est les résultats de Google Maps, en fait. C'est les résultats de Google Maps. Chers auditeurs, si vous tapez, on va reprendre l'exemple, mais ça leur fera de la pub. Restaurant Ponzu, P-O-N-Z-U. Oui. C'était pas l'exemple, c'était Pizzu tout à l'heure. Oui. Bon, c'est pas grave, Pizzu ou Ponzu. Vous voyez très bien. Hein, alors, soit quand tu l'as expliqué, si vous connaissez le nom, c'est la fiche qui sera sur la droite sur Google en desktop, je sais pas où elle est en mobile, mais qui vous indique le nom du restaurant, qui vous donne les avis, la possibilité de trouver l'itinéraire, le site web, d'enregistrer. Soit quand on tape une catégorie, typiquement restaurant italien 17e, sur desktop aussi, mais je sais pas comment ça s'affiche sur mobile, ça va être cet encart qui est sous les premiers résultats de recherche, mais en dessous aussi des pubs, si je dis pas de bêtises, avec une première liste de restaurants et un Google Maps qui est en MBD. Ouais, en fait, quand on formule sur le moteur de recherche Google une requête pour un établissement, ça peut être un restaurant, ça peut être un coiffeur, ça peut être un cordonnier, peu importe. Ça peut être Cosa Vostra, une société, enfin. Exactement. Donc, on recherche un établissement. Google va comprendre que c'est un établissement. Et donc, en fait, quand on recherche un établissement, c'est pas un site web qui va remonter en haut, c'est une fiche Google My Business. Et typiquement, quand on recherche un restaurant Paris 17 par exemple, ce qu'on voit en haut de notre écran, c'est Google My Business, avec 3 fiches d'établissement, et ensuite une série de liens. Et les premiers liens, très souvent, c'est La Fourchette, les 10 meilleurs restaurants de 17e, TripAdvisor, les 10 meilleurs, Time Out, Figaroscope, etc., etc. Donc en termes de
de sites web qui ressortent, c'est souvent ou des agrégateurs de contenu ou des médias. Et donc avoir le site web de son restaurant qui va rivaliser en termes de SEO avec un URL de TripAdvisor ou de La Fourchette, alors c'est pas que c'est impossible, mais ça va coûter tellement cher. Pas loin d'être impossible. Ouais. Ah, voilà. Et surtout, ça va coûter tellement cher, même si on se met ça en objectif, ça va coûter tellement cher que ce sera pas rentable. Là où c'est rentable, en fait, c'est de rivaliser avec des concurrents accessibles, donc d'autres établissements, et d'avoir sa fiche Google My Business qui est en haut, parce que les concurrents sur Google My Business, finalement, ce sont d'autres établissements. Donc la guerre est plus accessible. Et en plus, quand on a un bon référencement local, Google My Business, c'est le référencement local, Google Search, c'est le référencement naturel tout court. Et donc, quand on travaille son référencement local, finalement, on va remonter sa fiche Google My Business en haut des résultats. Et en fait, on est même au-dessus, finalement, du premier lien, un TripAdvisor ou La Fourchette, parce que comme l'internaute recherchait un établissement, Google comprend que c'est un établissement qu'il veut, donc il va mettre des fiches d'établissement avant les sites web. Il faut toujours se mettre en tête que Google veut satisfaire l'utilisateur. Exactement. Google est gagnant quand l'utilisateur est gagnant. C'est ça. Donc au lieu de me mettre La Fourchette et je sais pas, le Michelin ou autre avec des comparatifs, il va me lister des restaurants qui pourraient correspondre à ma recherche. Ouais. Et il préférera que tu choisisses sur Google My Business que sur TripAdvisor. Okay. D'où la position au-dessus. Ok, donc ça c'est quand je cherche quand je n'ai pas le nom de l'établissement, typiquement restaurant italien 17e, et quand j'ai le nom de l'établissement, c'est la fiche qui est sur la droite. La première chose qu'on voit, et c'est peut-être le premier sujet qu'on va aborder dans ces fiches, c'est les avis. Oui. Et qu'on voit soit dans les listes, on peut faire remonter en SEO, mais on le voit surtout sur Google, sur la fiche, la fiche de l'établissement sur My Business. Comment ça marche les avis Google ? Alors, il y a, si on s'amuse à prendre une fiche Google My Business, qu'on fait la somme des avis et qu'on divise par le nombre d'avis, on va pas trouver la moyenne qui s'affiche. Pourquoi ? Parce que devant chaque avis, il y a une pondération. Et la pondération, elle va dépendre de plusieurs choses. Elle va dépendre de qui a laissé l'avis. Si toi, tu as un historique et que tu as déjà mis 300 avis sur Google, peut-être que ton avis aura plus de poids que le mien si c'est mon premier avis sur Google. Donc le foodie a plus d'importance que le néophyte ou le... Ouais. Okay. Ouais. Si c'est un avis qui date d'aujourd'hui, il aura plus de poids qu'il y a 3 mois. Parce que, comme tu l'as très bien dit, Google va vouloir satisfaire l'internaute qui l'utilise. Et effectivement, un avis d'aujourd'hui, il est plus crédible, il est plus cohérent, il est plus proche de la réalité finalement qu'un avis qui a déjà plusieurs mois ou plusieurs années. Quoi d'autre ? Un avis qui a une note, du texte et des photos, il aura plus de poids que un avis qui est juste un nombre d'étoiles. Il y a combien de critères dans l'algo ? On les connaît ou pas ? Il n'y a pas une liste officielle de critères. Il n'y a pas de liste officielle, il n'y a pas de liste. Publié, ouais. Mais on sait, en fait, c'est du bon sens, surtout, c'est du bon sens de comprendre les pondérations. Il y a les critères dont je viens de te parler. Il y a aussi le fait de répondre à un avis. Par exemple, si tu réponds à un avis qui est négatif... Moi en tant que business ou moi en tant que... En tant que business. En tant que user, tu peux pas répondre à un avis de quelqu'un sur Google. Tu n'as pas cet espace d'expression. Et donc, toi, en tant que business, si tu as un avis négatif et que tu prends la peine de répondre à cet avis, dans la même logique, ça va envoyer un signal positif à Google qui montre que le commerçant, il est à l'écoute de ses clients, il veut progresser et donc il est actif pour comprendre ce qui s'est passé. Et donc, ça va diminuer la pondération de ton avis négatif. Donc, il faut absolument répondre à tous les avis négatifs. En fait, à tous les avis ever, parce que quand tu réponds à un avis client, c'est aussi un espace d'expression. Et donc, quand tu connais tes mots-clés, les glisser dans ta réponse, finalement, ça te permet de remettre une couche en termes de mots-clés. C'est moins fort que si restaurant Paris 17, il est dans le corps du texte de l'avis, ça aura plus de poids que si toi, tu le remets dans ta réponse, logiquement. Mais si je le mets dans ma réponse, ça a du poids quand même ? Exactement, oui. D'accord, donc je peux influencer mes campagnes SEO SEO sur le moteur de recherche traditionnel sur Google My Business. Exactement. Ok. Donc, l'ancienneté de l'avis, le nombre d'avis de la personne qui l'a posé, est-ce que c'est quelqu'un qui en pose ? C'est la crédibilité, en fait, de l'auteur. Ouais. Les réponses ou non. Oui. Le niveau de détail de l'avis. Un avis juste 4 étoiles, il aura moins de poids qu'un avis 4 étoiles avec un texte et des photos. Ok. Ouais. Et on peut mettre combien de photos ? J'ai jamais vérifié. Tu peux en mettre plusieurs. Je sais pas si c'est limité. Enfin, j'imagine que oui. Ok. Est-ce que moi, je peux mettre des notes ? Est-ce que je peux demander à 50 personnes autour de moi de mettre des notes ?
Oui, alors attention, si tu demandes à tes employés, par exemple, de mettre des notes et que vous êtes tous connectés au Wi-Fi de Cosa Vostra, Google il va se dire c'est bizarre et donc tu risques d'être pénalisé. Donc, faut pas utiliser la même adresse IP. Si tout le monde le fait de sa 4G, a priori, il n'y a pas de problème. Et surtout, tu peux demander à des gens de te laisser un avis. Et ça, c'est super important parce que du coup, ça rajoute des avis frais. Le fait d'avoir des avis régulièrement aussi, c'est un signal positif à Google parce que ça veut dire que le resto est vivant, qu'il y a du monde, etc. Donc, avoir des avis frais, c'est super important. Et tu peux demander à des gens, en fait, tu peux créer. Aujourd'hui, si tu veux demander à un client de te laisser un avis sur Cosa Vostra, tu vas lui dire Hello, est-ce que tu peux taper Cosa Vostra sur Google, ensuite cliquer sur la fiche Google My Business, ensuite tu cliques sur avis, ensuite tu rajoutes un avis, ensuite tu cliques sur le nombre d'étoiles et ensuite tu m'écris un texte et tu mets une photo si tu veux. Il y a beaucoup d'étapes. Et en fait, tu peux créer un URL qui va envoyer directement la personne à qui tu as demandé l'avis se connecter sur Google My Business et ça va être c'est pré-rempli, elle a juste à cliquer sur le nombre d'étoiles. Donc toutes les étapes de chercher Cosa Vostra, cliquer sur avis, cliquer sur ajouter un avis et commencer à remplir, tu les squeezes. Et ça, je le crée directement depuis Google My Business, depuis mon interface d'admin. Alors en fait, tu as besoin. Non, je t'enverrai peut-être un tuto parce que c'est compliqué à expliquer à l'oral. Il te faut ton local ID. Ouais. Que je vais placer dans l'URL. Exactement. Et en fait, quand tu es connecté à Google depuis ton téléphone ou de ton ordi, ça pop-up directement. Il y a ta petite photo, si tu as une photo Google, avec le nombre des étoiles qui sont pré-remplies. Tu as juste à cliquer sur 5 et mettre un petit texte. Ok, donc faciliter la notation de par mes clients, enfin de la notation de mon business, de mon établissement par mes clients. Exactement. Donc ça, tu peux le faire avec un lien que je crée assez facilement. On pourra faire un tuto si tu veux pour les auditeurs. Et ce lien, tu peux même le rendre QR code parce que maintenant, tout le monde a compris que ça fait des mois et des mois qu'on essaie de mettre des QR codes chez nos restos. On avait beaucoup de réfractaires et maintenant tout le monde l'a. Et en fait, le QR code, ça te permet juste avec ton appareil photo d'arriver directement sur ce lien pour inciter davantage à laisser un avis. Je fais un pas de côté, mais c'est marrant parce que le QR code, on a tous le même avis dessus, mais je crois que c'est vachement utilisé. Et j'avais vu des stats il y a quelques années, mais pas si vieilles que ça, qui disaient que c'était juste le taux d'usage des QR codes, c'était des gens de, je sais plus, 60% des gens qui envoient les flashs. Enfin, il y avait, c'était un chiffre assez hallucinant. Et c'est vrai qu'après le Covid, bah, rien que pour les menus, il n'y a plus de menus maintenant. On ne touche plus, il y a des QR codes sur toutes les tables. Ils ne marchent pas tout le temps d'ailleurs, c'est un peu relou, mais ok. Donc voilà quelques exemples de critères qui sont dans l'algo Google pour calculer la moyenne. Oui. Est-ce que cette moyenne va me faire remonter dans les résultats Google My Business quand les établissements sont affichés sous forme de liste? Je reprends l'exemple, on va reprendre ces deux exemples tout au long de l'épisode, mais restaurant italien Paris 17, j'ai une liste de restaurants dans Google My Business. Qu'est-ce qui fait que mon restaurant sera devant les autres? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, si tu fais cette recherche-là, tu vas pas avoir forcément le restaurant avec la meilleure note en numéro 1. Parfois, les deux premiers ils ont des mauvaises notes et le troisième il a une bonne note et tu comprends pas trop pourquoi. Et quand tu mets sur afficher davantage de restaurants, en fait, tu vois des restos qui ont encore de meilleures notes. Donc, comment tu fais pour remonter en haut des résultats sur Google? Il y a plusieurs choses. Il y a la toute première chose, en fait, quand tu as un business, enfin un commerce, c'est la cohérence des informations disponibles en ligne sur toi. C'est-à-dire que si tes horaires, elles diffèrent ne serait-ce que de 10 minutes sur un jour de semaine entre Google, Apple Plan, Yelp et je sais pas, TripAdvisor si tu as un restaurant ou les pages jaunes ou peu importe, comme Google est connecté à tout le monde, il va détecter une incohérence et logiquement, il va se dire « Oula, c'est pas fiable comme commerce parce que je sais pas quel est le véritable horaire. » Et donc, comme c'est pas fiable, bah, je vais pas le montrer parce que j'ai pas envie de risquer qu'un internaute Google qui a utilisé Google soit déceptif, quoi. Exactement. Et donc, quand on comprend bien la logique Google, la chose la plus importante, c'est la cohérence des informations disponibles en ligne. Et la cohérence, c'est pour les horaires, mais c'est aussi pour le nom. À une virgule près, si j'avais un restaurant qui était boulevard Saint-Michel, mais alors une fois c'était boulevard Saint-Michel, une fois c'était boulevard du Saint-Michel, une fois c'était Saint-Michel avec un tiret, une fois sans tiret. Ça, c'est un super mauvais signal pour Google parce que c'est de l'incohérence sur les informations disponibles en ligne. C'est un enfer, hein. Ça veut dire que sur Yelp, Foursquare, je sais pas si ça existe encore ou si c'est encore utilisé en France, mais sur toutes les plateformes, je dois vérifier, bah, du coup, j'imagine aussi le numéro de téléphone, les horaires, le nom, l'adresse, tout ça. Exactement, ouais. Ok. Bah, quand t'as un resto, t'as Malou, mais quand t'es pas un resto, il faut ou quand t'es juste un établissement, il faut vérifier toutes ces informations en ligne. Okay. Ça, c'est le critère numéro 1. Okay. Cohérence des informations disponibles en ligne. Okay. Ensuite, pour que Google comprenne que tu es la meilleure réponse à la requête formulée par l'internaute, il y a une logique de mots-clés. C'est-à-dire que, par exemple, les mots-clés restaurant italien Paris 17, c'est des mots-clés qu'il va falloir que Google repère sur ta fiche Google My Business.
ou sur les autres fiches établissements que tu as dans d'autres annuaires, parce qu'il est connecté à tout cela. Et donc, ça veut dire que sur Google My Business, tu peux rédiger une description de ton établissement. Donc, évidemment, tu l'as fait avec des mots-clés. Tu peux rédiger tous les jours, si tu veux, des posts Google My Business. Un post. Il y a des posts Google My Business ? Il y a des posts Google My Business. Alors, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure sur Ponzu. On y va tout de suite. Chers internautes, si vous êtes derrière votre ordinateur ou iPhone ou téléphone, donc je prends l'exemple Ponzu, restaurant Ponzu, Ponzu. Vous aurez une liste de résultats. Ponzu tombe en premier parce que j'ai cité le nom, donc en SEO ils remontent. Et sur la droite, j'ai la fiche Google My Business, et sur cette fiche, tout en bas, j'ai des posts. Terrasse 20 places pour déguster des sushis, le restaurant japonais Ponzu propose des sushis, blablabla. Ça, c'est des posts My Business. Exactement. Et en fait, c'est des posts qui sont pas beaucoup lus ou beaucoup lus par les internautes, sauf que c'est un espace d'expression qui te permet de rajouter du texte avec des mots-clés pour nourrir ton référencement local. Et ça, on les poste depuis Google My Business, depuis l'interface Google My Business. Exactement. D'ailleurs, j'ai pas donné l'URL, je la connais pas par cœur, mais j'imagine que si je tape Google My Business, je tomberai sur ma fiche, sur mon interface qui me permet de me connecter, je dirais My Business. Ouais, ou alors que depuis ton compte Gmail ou Google, en général, il y a un carré formé de 9 carrés, et si tu cliques dessus, tu en as un qui correspond à Google My Business, si tu es propriétaire de ta page établissement. Évidemment, et d'ailleurs, ça c'est simple à faire. Alors, si je m'adresse pas à Malou, est-ce que je peux le faire tout seul ? Bien sûr, tu peux. Tu peux. D'abord, première chose, c'est revendiquer ta fiche Google My Business si vous n'avez pas la main dessus. Et nous, par défaut, elle existe si personne n'a créé ? Ouais, mais tu as souvent au moins un client qui l'a créé ou souvent elle existe avant que tu... Sauf si le restaurant vient d'ouvrir, ou l'établissement, pardon, j'ai un gros biais. Si l'établissement existe, souvent elle est déjà créée. Donc déjà, aller s'emparer ou en tout cas réclamer, c'est quoi le terme ? En tout cas, voilà, s'approprier sa page Google My Business, c'est la première étape. Et donc, ces posts dont on parlait tout à l'heure, je les poste depuis Google My Business. Exactement. Ok, avec photo, avec texte, avec lien. Texte et photo. Et tu peux mettre des liens et tu peux mettre des boutons pour réserver. Ok. Si tu mets ton post comme un événement, mettant des dates, et du coup, le call to action de l'événement, ça va être réservé. Ok. Il y a tellement de choses à connaître. Je reviens sur les avis négatifs. Tu conseilles donc d'y répondre sur mon établissement ou mon restaurant. Est-ce qu'il y a d'autres... comment est-ce que je peux faire pour enterrer ou Ouais. Alors, tu peux... Je vais peut-être pas enterrer, mais au moins gérer mes avis négatifs. Alors, en fait, il y a 3 choses déjà à y répondre. C'est une bonne option. Si tu as un avis que tu estimes frauduleux, parce qu'en fait, Google My Business, si tu n'es jamais allé dans un établissement, tu peux t'amuser maintenant à mettre 10 avis négatifs comme ça dans les 10 premières fiches Google My Business que tu vas trouver. Et il n'y a pas de vérification. Alors que la fourchette, par exemple, tu peux laisser un avis que si tu as réservé sur la fourchette, et ils le savent parce que tu es dans le système comme ayant réservé une table à tel jour, telle date, telle heure. Donc, si tu as un avis que tu estimes frauduleux, tu peux le déclarer comme avis frauduleux. Franchement, c'est pas du 100%, c'est compliqué de faire. On a déjà réussi, mais c'est compliqué de faire retirer des avis négatifs. Mais il faut que tu aies du contexte, c'est-à-dire que si l'avis est sur un plat qui n'est plus à la carte depuis 6 mois, un plat. Du coup, je parle beaucoup des restos, mais pour le cas des restos, si tu as un plat qui est plus à la carte depuis 6 mois et que le client met un commentaire sur ce plat spécifique aujourd'hui, tu peux déclarer comme frauduleux l'avis en disant que c'est plus à ta carte depuis longtemps. Ou s'il se trompe, ça existe parfois des clients qui se trompent, qui mettent un avis sur un resto, mais en fait qui se trompent de fiche et qui mettent sur un autre qui a un nom un peu similaire. Tu peux juste dire, c'est pas moi, la preuve, il parle de telle fontaine, de telle place connue. En fait, moi, je suis dans une autre ville et j'ai pas cette place. Donc ça, tu peux le faire. Et après, c'est de la négo, c'est des échanges avec Google, des relances, etc. C'est pas du 100%, mais ça peut y arriver. L'autre option, et on l'a mis en place pour pas mal de clients, c'est en fait, quand un client te laisse un avis négatif, tu sais pas qui est ton client. Tu as son nom sur Google. Parfois, c'est prénom, nom. Parfois, c'est 3 lettres et 4 chiffres. Du coup, tu sais pas qui c'est. Donc, quand tu estimes que l'avis est sincère, tu peux répondre à cet avis en demandant davantage de feedback par mail. Et là, tu donnes une adresse mail, celle que tu veux. Et pareil, c'est pas du 100%. Le client, déjà, c'est assez fort quand tu réponds à un avis client, ça envoie un email à la personne qui l'a laissé. Ok. Donc c'est fort comme action. C'est facile de gueuler à l'aveugle. Ouais. C'est vrai que si la personne répond, on a tendance à... Ok. Et du coup, elle va recevoir un email. Et si c'est un email qui est gentil où tu expliques que tu es vraiment désolé que son expérience ait été négative, c'est pas ce pourquoi tu fais ton métier, blablabla, et que tu veux davantage de feedback pour progresser, si elle veut, que tu veux bien qu'elle t'envoie ce feedback par mail,
Si la personne est OK et qu'elle t'envoie un email, du coup, t'as son contact directement. Et après, la stratégie que nous, on a pour les restos et les hôtels qu'on accompagne sur le F&B, c'est d'inviter la personne à prendre un verre, à déjeuner, à peu importe. Et souvent, le 1 étoile devient 5 étoiles. Et ça, quand tu reviens à la logique de Google, c'est super fort. Parce qu'on laisse un seul avis sur un établissement. Moi, Laurent Kretz, sur Cosa Vostra, par exemple, je ne peux laisser qu'un seul avis. Qu'un seul avis, mais tu peux le changer. Mais je peux le changer. Si t'es content aujourd'hui et que dans 3 mois, t'es plus content, tu peux changer ton avis. Ouais. Ok, hyper fort. D'ailleurs, on va faire un test. Je vous invite à tous laisser. Vous serez quoi, 6 7 000 à écouter cet épisode. Je vous invite à laisser un avis très positif sur Cosa Vostra. Croyez-moi, sur parole, on est une agence formidable. Cosa Vostra dans Google, un avis 5 étoiles, une photo, un petit message, c'est ça? Ouais, et les mots-clés agence digitale peut-être. Agence digitale, cabinet, conseil, voilà. Ok pour les avis. Maintenant, il y a plein de plateformes qui existent. Pourquoi est-ce que Trustpilot, Avis Vérifié ou autre, ou même The Fork La Fourchette quand j'ai réservé avec eux, ou d'ailleurs ZenChef, je crois qu'ils ont. Ouais. Non, il n'y a pas d'avis dans ZenChef. Hein. Si, il y a, mais en fait, un avis ZenChef, finalement, il a 10 fois moins de valeur qu'un avis Google parce qu'il reste sur ton site web. Et alors, ton site... c'est ma question. Pourquoi est-ce que je devrais les pousser à donner un avis Google plutôt que Trustpilot ou autre? Parce que l'avis Google, il sera visible de tous, tout le temps. C'est Google, alors que les autres, il y a une étape intermédiaire pour que l'avis soit visible. Ok, compris. Est-ce que toi, ça t'arrive de faire des retours à des restaurants en leur disant, voilà tous les avis négatifs du mois, il faut absolument arrêter de servir le poulpe? Bien sûr, en fait, ouais, carrément, sur le bilan mensuel des performances qu'on partage à nos clients, il y a les données quanti, combien de clics, combien de vues, combien, etc. Et il y a aussi des analyses qualitatives des avis clients. Et moi, ça m'est déjà arrivé de faire retirer, donc c'était pas le poulpe, mais les moules à la carte d'un resto, parce que c'était 100% d'avis négatifs et il avait plusieurs affaires. Et en fait, il y avait un problème de fournisseur et juste, il suivait pas cette affaire-là en particulier. Donc, il a retiré les moules à la carte, ça allait mieux. Et il y avait la serveuse blonde du mardi soir qui effrayait beaucoup les clients. Et c'est pareil, il savait pas. Donc, il y a eu un recadrage une fois qu'on lui a montré les avis clients en question. Oh, la pauvre. Ouais, les pauvres clients, oui. Ouais, les pauvres clients, ouais, tout à fait. Ok, hyper intéressant. Du coup, je peux profiter, tu l'as dit, c'est pris en compte de ces avis dans Google pour optimiser mon SEO. Mais il n'y a pas que ça, il y a pas mal de choses que je peux changer dans Google My Business. Alors, je reprends cet exemple du Panzou. Chers auditeurs, vous pouvez vous rendre sur la fiche pour le voir, mais j'ai donc des photos, j'ai le titre, j'ai des boutons, des call to action en dessous, site web, itinéraire, enregistrer. Enregistrer me permet de faire des listes. Oui. J'ai le sentiment, moi j'utilise beaucoup les listes, j'ai le sentiment que c'était à la mode il y a quelques années, que c'était un peu parti en désuétude, mais là depuis quelques mois ou depuis un an, j'ai l'impression que que Google rajoute des fonctionnalités autour des listes. Est-ce que ça a un impact ? Alors ça, on l'a pas encore testé. Okay. Je pourrais pas dire, mais logiquement, si on reste dans la logique de Google, oui. En fait, sur Instagram, ça a un impact et c'est des logiques un peu similaires. Si l'établissement est enregistré, ça veut dire qu'il a plu et que du coup, il risque de plaire à d'autres internautes, donc on va le remonter plus facilement. Ok, ça améliore sa crédibilité en fait. J'ai ensuite la possibilité de réserver une table. Alors j'imagine qu'on peut changer ce call to action en fonction des établissements. Là, c'est une table. Est-ce que je peux lancer un contact ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour un autre type d'établissement ? Tu peux mettre le bouton que tu veux. Et ça peut être un bouton vers la commande à emporter, par exemple, ou la livraison. Ok, et ça, c'est le gros call to action bleu. Pardon, je te partage mon écran pour qu'on parle de la même chose, mais c'est ce gros call to action bleu. Et donc là, je mets ce que je veux derrière, en termes de lien. Ok. Qu'est-ce que tu conseilles ? Quand on a un restaurant, clairement, réserver une table. Ok. Et ça peut être la plateforme de mon choix ? Alors, en fait, c'est une très bonne question. Ça, aujourd'hui, il y en a 3, en fait, mais surtout 2 gros en France qui sont intégrés. C'est La Fourchette et ZenChef. Donc, si tu as je suis très heureux pour Xavier et son équipe de ZenChef. Ouais. Hein. C'est super comme intégration. Donc, ils ont été sélectionnés ou ils ont candidaté à postuler un moment. Ouais. Ok. Et en fait, moi, l'injustice que je vois pour les restaurateurs sur cette fonctionnalité-là, c'est que si tu as un bon référencement local, c'est grâce à toi. Parce que tu as fait ton travail et que tu es remonté. Et si on regarde le modèle de La Fourchette, qu'est-ce que c'est ? Quand toi, tu vas directement sur l'application ou sur le site La Fourchette et que tu réserves un restaurant, le restaurant, il va être prélevé de 2 € de commission par couvert. Donc, tu fais une table pour 10. C'est un coût de 20 balles, ouais. Voilà. Et avec ce modèle-là, c'est comme Deliveroo et Uber Eats, La Fourchette rémunère l'apport d'affaires, pas tant le système de réservation, parce que c'est pas super technique non plus un système de réserve, mais elle rémunère l'apport d'affaires. Sauf que quand tu as un restaurant qui est sur La Fourchette et que tu n'as pas de module de réservation autre que La Fourchette sur ton site, que tu n'as pas de ZenChef par exemple, si tu remontes en haut
parce que tu as un super référencement local. Et le bouton par défaut de réservation, parce que Google comprend que le seul moyen de réserver chez toi, c'est de passer par la fourchette, c'est un bouton qui relie à la fourchette. Tu as quand même tes 2 € de commission par couvert, alors que la fourchette n'a pas joué le rôle d'apporteur d'affaires. Compris. Il faut bien l'avoir en tête quand on est. C'est son calcul de marge, quoi. Exactement. Okay. Et ça, c'est pareil pour les hôtels. Le bouton réserver une chambre pour un hôtel, souvent, c'est un lien affilié Booking. Alors, sur la fiche Google My Business. Alors que l'hôtel, s'il a une bonne fiche Google My Business, c'est pas grâce à Booking. Booking n'est plus apporteur d'affaires. Je comprends. Donc ça, c'est pour les hôtels, pour les restaurants, pour les business. Qu'est-ce qu'on peut mettre ou pour les magasins de vente. Honnêtement, je connais pas tous les boutons qu'il peut y avoir pour les autres. Je vous invite à aller. Peut-être checker par rapport à son business. Okay. On a ensuite des check-in, des checks qui indiquent si on peut. Je suis en anglais, mais y-manger, vente à emporter, ou s'il y a de la livraison, ça aussi, c'est moi qui le décide. Oui. D'accord. Et il faut le mettre à jour. Si tu décides un soir de faire d'ouvrir ta cuisine, mais pas ta salle, et du coup, tu fais de la livraison et du takeaway, mais pas de restaurant sur place, il faut le mettre sur Google le moment où tu décides de le faire. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est une incohérence en ligne. Si tu as des gens qui arrivent et que Google détecte à un moment que... C'est Big Brother un peu, c'est l'enfer. En fait, il faut prendre l'habitude de passer un quart d'heure dans un établissement en pensant qu'il était ouvert parce que tu avais vu qu'il était ouvert en ligne et qu'en fait, il est fermé quand tu arrives. En vrai, c'est assez rare parce que j'ai tendance à vérifier, mais ça m'est arrivé. Ouais. Et tout le monde n'a plus le réflexe d'appeler et c'est... t'es pas toujours en bonne disposition pour passer un coup de fil, alors que vérifier une information en ligne, tu le fais rapidement. Et c'est pour lutter contre ça que Google met toutes ces mesures en place. Ok. On a ensuite l'adresse, c'est évident. Les horaires, ils sont pris où ? C'est moi qui les remplis dans Google My Business. Oui, c'est toi qui Mais tu dis qu'il y a une vérification avec d'autres sites. Que l'algo va quand même vérifier si c'est cohérent. Donc attention, si tes horaires sur Google et sur Trip sont pas les mêmes, gros carton rouge pour ton référencement local. Ok, compris. Et ensuite, on a le menu, le lien de réservation, le lien pour commander. Là aussi, il faut être validé, il faut être Google Partner ? Pour le lien de commande. Non. Je juste citer un lien. C'est moi qui choisis. Ça peut être un Uber Eats, Deliveroo ou autre. Oui. Ok, très bien. On a ensuite des photos de produits. Oui. Ça, c'est Google My Business toujours ? Oui. Okay. En fait, Google My Business, ça devient presque un site marchand parce que tu peux mettre des produits. Et quand tu as un resto, des produits, c'est finalement les items de ton menu que tu veux présenter. On est à 2 doigts. Donc là, j'ai cliqué sur un item, j'ai sa fiche, le prix. On est à 2 doigts d'une commande en ligne en plus. Ah, bien sûr. Non, mais Est-ce que c'est cette direction que va prendre Google ? Oui. Et donc va faire de l'apport d'affaires ou de l'affiliation sur des sites de résa ou de commandes. Mais ils le font déjà avec la fourchette et Booking. Je sais pas jusqu'où ça va aller. Ok, intéressant. Mais ce qui est bien et ce qu'il faut retenir, c'est que si tu veux améliorer ton référencement local, tu ne travailles pas que Google My Business. Parce que Google s'est connecté à tout. Et donc, si tu as une super fiche Google My Business, mais que derrière, tu as 4 annuaires avec des informations qui diffèrent, Google, il va pas estimer que tu es fiable comme établissement et il va pas te monter en haut des résultats de recherche. Je comprends l'intérêt de passer par une plateforme comme Malou du coup. Et ensuite on a les notes. Et effectivement, les notes donc les avis Google sont tout en haut et en premier. On a un peu plus bas les notes qui viennent de La Fourchette ou de Facebook. D'ailleurs, je le vois. Oui, Facebook très important. Ça peut être les pages jaunes, ça peut être l'internaute, le petit futé. Est-ce qu'elles ont un impact ? Est-ce que si j'ai 1 sur 5 dans mes avis Google, mais 5 sur 5 dans tous les autres, Google va le prendre en compte et quand même se dire que peut-être il y a un biais ? Il va le montrer en tout cas. En fait, il va le montrer et du coup, l'internaute qui tombe sur ta fiche Google par hasard parce qu'il a pas mal scrollé, il va voir 1 sur 5 sur les pages jaunes avec 5 avis et il va se dire je suis pas sûr, je vais quand même chercher un établissement où je suis à peu près sûr de la réputation. Ok. Et ensuite, on a un espace d'expression. C'est le post Google. Attends. Celui-ci, là. Ici. Ça, c'est la description qu'on a rédigée nous. C'est la description avec pas mal de mots-clés qui étaient jugés pertinents. Donc, il y a écrit source de Point.zoo, ça veut bien dire à l'internaute que c'est le restaurant ou l'établissement qui l'a rédigé lui-même. Mais c'est riche parce que je peux glisser à nouveau là des mots-clés. Exactement. Ouais, il faut en mettre partout où tu peux des mots-clés. Ouais. Ok. Très intéressant. Ensuite, on a les posts dont on parlait tout à l'heure, les posts que je peux mettre dans Google My Business. Il y a un impact avec... alors, je sors maintenant de Google My Business, mais avec les réseaux sociaux ? Bah oui, parce que tu vois, on a la preuve, on a la note Facebook qui apparaît. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réseau social qui peut... Instagram, parce que maintenant, c'est un peu comme Facebook. Les horaires aussi, attention, parce que sur Instagram, tu peux faire une page établissement. Donc, tu indiques à Instagram
que c'est pas une marque, mais c'est vraiment un établissement. Donc, qui dit établissement dit horaire et adresse. Ok. Je reviens un peu à Malou, mais du coup, votre rôle, c'est de maintenir tout ça à jour et de l'entretenir, mais ça veut dire un lien régulier avec les restaurants aussi. Est-ce que tu passes un coup de fil tous les matins à tous tes clients en leur demandant est-ce que vos horaires aujourd'hui c'est bien 10h, 17h ? Alors comme ils changent pas leurs horaires tous les jours, on les appelle pas aussi régulièrement, sauf qu'en fait on a des moments où on sait qu'il va y avoir un enjeu, donc tous les jours fériés, 3 jours avant chaque jour férié, on va envoyer un email à tous nos restos pour leur demander est-ce que vous êtes ouverts ? Oui, non, quels sont vos horaires ? Avant les vacances d'été par exemple, avant les fêtes, Ouais, voilà, globalement c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres tips sur le référencement local qu'on n'aurait pas abordé ou qu'on peut aborder en dehors de Google My Business ? Y a le fait en fait d'avoir une existence en ligne dans le plus de plateformes possible. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux créer une fiche établissement sur Google. C'est l'étape numéro 0. La base, ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu peux on te recommande de créer ta fiche sur les pages jaunes, sur le Petit Futé, sur Yelp, sur Foursquare. Si tu veux toucher des touristes, par exemple, on sait que, il y en a pas beaucoup en ce moment, mais j'espère qu'ils vont revenir. Tu vois, les touristes, les Russes, par exemple, pour chercher un resto, ils vont utiliser Yandex. C'est leur moteur de recherche à eux. Donc, comme tu as une fiche Google My Business, ça vaut le coup de créer une fiche sur Yandex. Comme ça, les Russes, ils vont te voir plus facilement. Les Brésiliens, ils vont utiliser Kekanto, c'est une appli brésilienne, ou alors ils vont parler à leur iPhone. Et en fait, quand tu parles à ton iPhone, finalement, il faut avoir un bon référencement sur Apple Plan. Ok, tu parles des Brésiliens en particulier ? Enfin, c'est un exemple. En fait, tu le prends volontairement cet exemple ? Parce qu'on sait que les Brésiliens, on a fait des tests. Ils parlent beaucoup plus à Siri. À Siri, ouais. Et ouais, beaucoup plus. Messages vocaux, tout ça, ils sont très avancés là-dessus. Et moi, je parle un peu à Siri, par exemple, et quand je sais que je demande quelque chose à Siri, je sais que sa source d'information, c'est pas Google Maps, c'est Apple Plan. Et là, de la même manière que Google My Business, j'ai une plateforme sur laquelle je peux aller me connecter, Claim, récupérer mon business et mettre à jour les... Ouais. Ok. C'est un boulot full-time alors pour un commerçant, e-commerçant. Ouais, mais c'est pour ça et c'est pas son métier en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a des Malou qui existent par exemple. Exactement. Okay, compris. C'était passionnant. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que j'ai oublié des choses qu'on aurait préparées ? Il me semble que non. On a fait un bon tour avant. Louisa, je te remercie énormément. J'ai trouvé ça super intéressant, surtout que j'ai appris pas mal de choses, donc j'en suis très heureux et j'espère que vous aussi, chers auditeurs. Louisa Hassen, donc cofondatrice de Malou, malou.io. Oui. C'est ça. Si vous voulez plus d'infos, contact @malou.io. C'est ça. Louisa. On répond vite. Ou louisa@malou.io. Avec un Z. Louisa, merci infiniment. Bonne chance pour ton développement et encore un immense merci pour tous ces conseils que tu nous as donnés aujourd'hui. Avec plaisir, j'espère que ça en aidera un grand nombre. Merci. Merci, chers auditeurs. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bel été pour ceux qui prennent des vacances, mais surtout, ne m'oubliez pas. Et 5 étoiles. 5 étoiles sur Google et puis écoutez-moi à la plage. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.